bienvenue à tous et à toutes pour cette troisième Sophia Masterclass en opening de la Sophia AI Week, puisqu'on le rappelle, hein, c'est demain que le Sophia Summit débute. Et justement, depuis 5 années consécutives, on a pris l'initiative de compléter les approches académiques et théoriques du Sophia Summit avec ses mains à la pâte et ses ateliers pratiques que sont les masterclass. 4 masterclass, une masterclass grand groupe membre de ICAR, une masterclass jeune entreprise innovante incubée à l'incubateur PACAEST, une masterclass territoire, en l'occurrence la ville de Biot, et puis la masterclass académique avec INRIA Academy, donc la plateforme Corrèze que Olivier, Fabien et Rémi vont vous présenter. Donc pour de la recherche sémantique, mais je ne divulgage pas le sujet, mais en tout cas apprêtez-vous réellement à mettre la main à la pâte et vous avez tous et toutes reçu une clé aux couleurs d'INRIA. Mais cette masterclass n'aurait pas pu avoir lieu sans le concours tout à fait enthousiaste et le soutien sans relâche de David Simplot ici présent. Donc David, merci. Et bien en 2 mots, pourquoi cette masterclass INRIA Academy? Merci beaucoup Florence pour l'introduction. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc INRIA Academy est un organisme de formation qu'on a créé il y a maintenant 2 ans. Et le but est de transférer les technologies et savoirs qui sont faits dans les équipes de recherche d'INRIA et de ses partenaires vers les entreprises. On a différentes gammes de formation, notamment une gamme de formation technologique, et c'est Olga Kieffer qui est juste derrière la caméra, qui s'occupe de cette gamme de formation, où le but est de prendre les logiciels qui sont développés par les équipes de recherche et qui sont donc au meilleur niveau international, et les transférer vers les entreprises avec une cible particulière qui sont les laboratoires de R&D, mais aussi les startups deep tech en phase d'accélération. INRIA Academy, on fait aujourd'hui des masterclass dans de nombreux événements. Hier, j'étais au campus cyber à la Défense où on a eu une masterclass sur Scikit-learn, qui est un logiciel d'apprentissage automatique. Et j'étais un petit peu contrarié en tant que Sophie Politain, qui n'est pas de masterclass INRIA Academy sur Sophie Antipolis. Et donc, quand on a commencé à parler du Sophia Summit, eh bien, j'ai contacté Florence et les équipes de Télécom Valley pour parler, effectivement, pour savoir s'il était possible de faire une masterclass INRIA Academy dans le cadre du Sophia Summit. Avec Fabien, que je remercie à nouveau, avec Olivier et Rémi, nous étions en discussion pour faire rentrer Corrèze dans le catalogue INRIA Academy. Et bien, on se dit, là, il y a une conjonction d'intérêts pour que ça se fasse. Et donc, je vous souhaite vraiment de profiter de cette masterclass. Vous avez entre les mains, avec la clé USB, des logiciels qui sont au meilleur niveau international, qui sont développés par les personnes qui font les standards de web sémantique. Et là, vous avez vraiment des experts pour vous former à ces technologies. Donc, je vous souhaite une bonne masterclass et à nouveau, merci beaucoup pour votre accueil et pour cette masterclass. Messieurs, c'est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc, je suis Fabien Gandon, je suis directeur de recherche à l'INRIA juste à côté, responsable d'une équipe qui s'appelle Wimix, dans laquelle on fait un certain nombre de recherches sur la représentation des connaissances à base de graphes, donc knowledge graph, autour de ce mais en utilisant les standards du web. Je suis accompagné d'Olivier Corby, à qui je vais laisser la parole tout de suite, parce que c'est le papa du logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui pour tester ces représentations. Et Rémi Serres, qui est ingénieur dans l'équipe aussi, et qui contribue aussi beaucoup à ce logiciel. La masterclass qu'on va vous faire là, on a un petit peu moins de 2 heures pour la faire. À l'université, c'est un cours de 40 heures. Donc voilà, c'est une façon de dire qu'on va vraiment rentrer dans le sujet, mais on va juste ouvrir la porte. On va rentrer dedans. Vous allez manipuler des données, vous allez faire des requêtes avec nous, mais on va vraiment vous donner les points d'entrée pour rentrer dans le logiciel et dans les standards. On ne peut pas les couvrir aujourd'hui entièrement, bien sûr. Le logiciel en lui-même, je vais laisser Olivier vous le présenter. Juste avant, normalement, vous aviez reçu des instructions. En fait, à partir du moment où vous avez Java et un éditeur sur votre machine, vous êtes bon parce que tout le reste est sur la clé maintenant qu'on vous a donné. Donc, ça devrait aller. On vous a mis la dernière version du Corrèze, du logiciel, et puis des petites données qu'on va utiliser. On vous a mis une copie complète des transparents, que vous allez voir,
plus une copie complète du sujet qu'on va utiliser pour les travaux pratiques. On va travailler un petit peu comme ça, on va parler 20 minutes pour vous présenter les bases, puis on va faire une première session de lab 30 minutes, puis on va reparler 20 minutes, puis on va faire une session de lab 30 minutes, pour essayer d'alterner un petit peu présentation théorique, des aspects, enfin théorique, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais on va dire de conceptuel, et puis travaux pratiques. Olivier, si tu veux parler de Corez. Donc le logiciel Corez, c'est donc une plateforme web sémantique et c'est un logiciel open source qui est disponible sur GitHub. Donc si vous voulez contribuer, si ça vous passionne, vous êtes les bienvenus. Donc c'est un logiciel qui implémente les standards du web sémantique et qui permet de développer des bases de connaissances ou des systèmes à base de connaissances avec des connaissances qu'on va pouvoir échanger sur le web et l'Internet. C'est ça l'intérêt principal du web sémantique. Et ce sont des langages qui sont des standards du W3C. Et donc, si vous développez une application avec Corez, tout ce que vous aurez développé, vous pouvez le réutiliser dans d'autres applications parce que c'est interopérable. Donc, il y a des dizaines d'implémentations. Et le niveau d'interopérabilité est très élevé entre les implémentations. Donc, des systèmes à base de connaissances, ça permet de faire du raisonnement, de faire des déductions. Et alors le logiciel Corez, on peut l'utiliser au moins de 3 manières différentes, soit par programme sous forme d'une bibliothèque Java. Donc si vous êtes programmeur dans l'âme, vous pouvez écrire des fonctions, écrire un petit programme. Il fonctionne en mode serveur, donc on peut le faire tourner dans un serveur HTTP et l'interroger avec des requêtes HTTP, donc il peut tourner sur un serveur. Voilà. Et il est aussi en version avec une interface graphique, c'est ce que vous allez utiliser aujourd'hui. Donc là, il y a des menus, des fenêtres, et toutes les fonctions sont embarquées. On n'a pas besoin d'écrire du code. Voilà. Et donc, on peut dire que c'est des systèmes à base de connaissances basés sur les knowledge graphs, des graphes de connaissances. Voilà, c'est lié à l'intelligence artificielle symbolique. On peut faire des requêtes, la recherche d'informations, du raisonnement, du link data, des données liées. On implémente des ontologies aussi. Et on implémente tout un tas de langages. Et donc aujourd'hui, comme a dit Fabien, on va voir un petit sous-ensemble, mais il y a plein d'autres choses intéressantes. Donc si vous pouvez nous poser des questions, on vous répondra. Et à la fin, vous pouvez aussi nous envoyer du mail pour nous poser des questions. On vous répondra. Donc bienvenue et bon cours. J'ai toujours la cravate. Donc dans les langages qu'on va voir aujourd'hui, on va voir RDF pour représenter un knowledge graph au standard du W3C. Ça permet de l'écrire, de le sérialiser, de le représenter, de le sérialiser, de le charger dans un certain nombre d'outils. On en parlera, par exemple Oracle implémente RDF, donc vous pouvez le charger dedans. Sparkle, qui est le langage de requête dessus. Donc une fois que vous avez un graphe, vous allez vouloir l'interroger, donc vous le faites en Sparkle. On ne verra pas Shackle, qui est le langage de validation. Ça permet de valider un graphe et de vérifier si le graphe a un certain nombre de propriétés que vous voulez dessus. Et on verra une petite introduction à RDFS et ALL, qui sont les langages de schéma du graphe, qui nous permettent de faire des inférences dessus, donc de faire du raisonnement automatique, de compléter le graphe avec de la dérivation logique. Pas de questions jusqu'à maintenant? Sinon, j'attaque. Alors, donc je commence par RDF, et puis Rémi fera Sparkle juste après, et on fera une première partie du lab juste après ça. Donc RDF et Sparkle ensemble, c'est ce qu'on appelle, ce sont les standards au W3C qui permettent de faire ce qu'on appelle du link data, donc de représenter des données liées, de les échanger, de les interroger. Et RDF, c'est le modèle de données, et puis on verra un certain nombre de structures. Alors ce qu'il faut imaginer, c'est que ce qu'on change dans l'architecture du web, c'est qu'au lieu d'échanger des pages HTML à un URL en utilisant HTTP, en utilisant ces standards-là, on est toujours sur le web, mais on va pouvoir échanger des graphes de données directement, voire des bases complètes de graphes, en utilisant le web et son architecture, et en identifiant les choses dont on parle avec des identifiants du web. Donc au lieu de donner une clé dans votre base, comme d'habitude, vous allez lui donner un URI, vous allez donner un URI à ma cravate et pouvoir en parler, par exemple, ou à votre voiture, ou à n'importe quoi. Donc on donne des URI à tout ce qui bouge autour de nous, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est identifiable peut avoir un URI, je lui donne un URI, je peux en parler en RDF, le décrire, et à partir de ce moment-là, je peux utiliser le web pour échanger ces données-là. C'est le principe. Donc RDF, ça veut dire Resource Description Framework. Resource, on appelle ça dans le modèle du web, on appelle une ressource tout ce qui est identifiable. Mais vraiment pas qu'une page web, tout ce qui est identifiable. Donc votre voiture est une ressource, cette télé est une ressource, la dalle de parquet sur laquelle je suis est une ressource, etc. Donc on peut lui donner un URI, je peux en parler.
Description, parce que ce qu'on va faire en RDF, c'est les décrire. On va dire la dalle, elle est blanche, elle est carrée, la cravate de Fabien, elle est moche, etc. On va pouvoir accrocher ce qu'on veut dessus et le décrire. Et framework, parce que c'est à la fois un modèle de données, un modèle de graphe théorique qu'on va utiliser pour représenter nos données, et puis un certain nombre de syntaxes qui vont nous permettre de représenter ce graphe et de les échanger. Alors il y a beaucoup de syntaxes, on va en voir qu'une, c'est la plus simple et la plus humaine. Il y en a des plus inhumaines, on va dire. Le modèle de RDF, c'est un modèle de triplet. Tout ce qu'on va dire, on va le découper en petits morceaux de 3. Sujet, prédicat, et puis objet. D'accord ? Donc c'est un modèle de triplet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux dire qu'un document a pour auteur Fabien et a pour thème la musique, ben je le découpe en 2 triplets. Le document a pour thème Fabien, le document a pour auteur Fabien, le document a pour thème musique. Et je vais faire ça pour tout. Vous imaginez ça, je peux faire en médecine et puis parler d'un patient. Je peux faire ça en géographie. Je découpe tout et tout doit être découpé en triplets. Alors ces triplets, sujet, prédicat, objet. Le sujet est toujours une URI, on va dire aujourd'hui, une ressource. La propriété, c'est la relation que je vais vouloir donner. Et puis l'objet, on va voir, ça peut être soit une autre ressource, soit une valeur littérale. Et puis, on peut voir ce modèle-là comme une façon de découper un graphe en petits morceaux. C'est-à-dire que RDF, c'est aussi un standard pour représenter des graphes et les échanger sur le web. Parce qu'en fait, mes sujets, prédicats, objets, je peux aussi les voir comme un nœud, un arc, un nœud dans mon graphe. Donc une façon de découper mon graphe en petits morceaux et de les échanger. Donc mon petit document qui a pour auteur Fabien et pour thème musique, eh ben, c'est aussi un petit graphe qui a cette tête-là. Ça, c'est le modèle de RDF. Alors, mathématiquement, RDF, c'est ce qu'on appellerait un modèle de multigraphe orienté étiqueté. Donc ça veut dire que je vais pouvoir étiqueter mes arcs, mettre des choses sur les arcs, orienté parce que j'ai un point de départ et un point d'arrivée, et puis multigraphe parce que je peux avoir entre 2 nœuds, je peux avoir plusieurs liens si je le souhaite. Donc après, une fois que vous avez dit ça, vous avez ce modèle-là, vous pouvez le charger et l'utiliser dans des outils comme vous voulez. Par exemple, vous pourriez le charger dans un moteur logique et puis voir ça comme des prédicats binaires. Vous pouvez le charger dans une base de graphes et puis faire ce que vous voulez faire avec votre graphe. Vous pouvez le charger dans une table et puis travailler dans un modèle relationnel. Vous faites ce que vous voulez, vous faites les traitements que vous voulez. C'est open bar. Donc par exemple, mon petit graphe, toujours là, je pourrais le représenter comme une table avec 3 colonnes et puis le mettre dedans, ou comme 2 tables. Voilà. Je fais ce que je veux. Dans le standard ne vous dit pas comment vous allez l'implémenter ou le traiter derrière. Donc, ce qu'on a un petit peu aussi changé sur le web, c'est que, vous connaissez tous les URL. Si je vais à http mysite, je me retrouve sur le site web. Les URL, c'est ce qui identifie ce qui existe sur le web, on va dire. On les identifie et on les localise, on peut y aller. Et nous, on utilise les URI et même les IRI, qui sont des extensions standards qui fonctionnent dans vos navigateurs, qui nous permettent d'identifier sur le web ce qui existe. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est-à-dire que je peux tout identifier, même ce qui n'est pas sur le web. C'est ça la grosse différence. Donc je peux donner un IRI aux zèbres qui passent, et j'ai le droit. Et les IRI peuvent utiliser tout UTF. Donc je peux très bien ici utiliser, si je le veux, du turc, des caractères arabiques ou des caractères chinois si je le voulais. J'ai le droit de les utiliser dans mes IRI pour générer mes identifiants. Donc ça veut dire qu'en fait mon graphe il ressemble à ça. Il y a une URI ici qui est reliée à cette URI là par une relation de ce type-là. Et j'identifie tout avec des URI. Donc ce qui est sympa là-dedans, c'est que si un jour vous tombez sur un dataset comme ça et que vous ne savez pas de quoi on parle, il y a un truc facile à faire, vous allez à l'adresse. Et si vous allez à l'adresse, vous allez récupérer des données qui vous disent de quoi on parle. Et puis si vous voulez en savoir plus, dans ces données, il y a des URI, vous les suivez. Et comme un être humain va passer de page en page en suivant les liens, un système peut maintenant passer de dataset en dataset et découvrir les datasets. C'est pour ça qu'on appelle ça les données liées sur le web. Donc les valeurs de mes propriétés peuvent aussi être des littéraux, des strings, des caractères, des nombres. Donc du coup, j'ai le droit de dire, bon, Fabien a un URI, mais par contre, la musique, je vais mettre juste la chaîne de caractères musique. Donc du coup, mon petit graphe, il ressemble à ça. Hop, j'ai un document, il a une première propriété vers Fabien, qui est une ressource, puis je pourrais dire d'autres choses sur la ressource, là. Puis il a une deuxième propriété vers ce littéral-là, puis là, ça s'arrête parce que c'est un littéral, je ne peux plus dire des choses dessus. Alors le truc important aussi, c'est que du coup, mon petit bout de graphe, là, il pourrait être sur un serveur à Tokyo, et ce petit bout de graphe-là, il peut être sur un serveur à Paris. Et comme c'est le même URI, un crawler d'une grande entreprise de recherche qu'on ne nommera pas pourrait repasser sur ces graphes et dire « Ah, tiens, je le recolle et je retrouve le graphe. » Donc on a un système
qui nous permet d'écrire et de distribuer à l'échelle du web toute base de graphes. C'est ça que je viens de vous dire. Alors, il y a plein de syntaxes. Une fois que j'ai envie de représenter mon graphe, je peux choisir une syntaxe RDF XML, par exemple. Il existe une syntaxe XML pour ça. Il existe une syntaxe ultra simple, n-triple, qui est utilisée par Oracle, par exemple, qui liste, simplement, ça liste tous les triplets. Donc, il n'y a pas plus simple. Il y a tous les triplets, il n'y a plus qu'à les charger. Bon, pour un humain, c'est un peu compliqué. Puis, il y a une syntaxe très sympa pour les humains qui s'appelle Turtle, N3, vous verrez parfois appelé N3. Et c'est celle dont on va parler très brièvement là, pour que vous puissiez écrire tout à l'heure en lab votre premier petit graphe, enfin ouvrir un petit graphe et comprendre ce qu'on fait dedans. Donc ça ressemble à ça. Une première partie dans laquelle je définis mes préfixes, mes namespaces, c'est-à-dire grosso modo, c'est quoi le vocabulaire que je vais utiliser pour écrire mes données. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je vais utiliser le namespace de RDF et l'attacher à ce préfixe-là. Ça veut dire que grosso modo, je vais écrire des données en RDF. Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est ce qu'on voulait faire. Et puis là, je dis, ah, il y a le préfixe INRIA qui est associé à ça. Et ça veut dire que je vais utiliser un vocabulaire qui a été défini à l'INRIA. Donc en fait, je vais écrire mes données, mais en utilisant des définitions pour la structure de données qui ont été faites par quelqu'un d'autre ailleurs. Ça me permet de ne pas avoir à les réécrire. Pourquoi c'est intéressant? Imaginez, vous travaillez en biologie, vous avez besoin de décrire des protéines. Bon, vous avez deux possibilités. Soit vous recréez votre propre structure avec votre propre vocabulaire pour les protéines, soit vous allez chez un consortium comme Uniprot, qui ont fait des ontologies, vous reprenez leur schéma et vous commencez à décrire vos protéines avec leur schéma en ayant économisé tout le temps de création des schémas. Et puis, accessoirement, vous êtes interopérable avec eux, parce que vous avez le même schéma, donc vous pouvez lire leurs données et ils peuvent lire les vôtres. Donc je définis mes préfixes et j'ai mes namespaces. Et puis derrière, je peux embrayer. Donc c'est toujours mon petit graphe, mon document. Il a pour auteur Fabien, pas n'importe quel auteur, auteur tel que défini par l'INRIA. Et puis il a pour thème musique, pas n'importe quel thème, défini par l'INRIA. Demain, votre entreprise veut faire son schéma, hop, vous créez un schéma quelque part, vous le mettez au bon endroit, et dans vos données, vous mettez le préfixe et c'est parti, vous décrivez vos données. Dans la deuxième partie, après le lab, on va parler de comment on écrit ces schémas. Alors, donc les préfixes, on ne va pas y toucher aujourd'hui, ils sont tout prêts. Un sujet, un prédicat, un objet, un prédicat, une valeur, et je m'arrête. J'ai le droit d'utiliser des raccourcis, parce qu'on est des humains, donc par définition, on est fainéant. Donc si on peut aller plus vite, on va le faire. Donc, mon sujet, ma première propriété, mon objet, j'ai mis un point-virgule, ça veut dire que je parle toujours du même sujet. Je parle toujours du document. Je donne le thème du document, et là j'ai mis une virgule, ça veut dire que je parle du même sujet, et je garde le même prédicat. Donc du coup, j'ai dit qu'il avait pour thème musique et piano. Il y a deux fois. Full stop, j'en ai terminé avec lui. Sujet, prédicat, objet. Sujet, prédicat, objet. Sujet, prédicat, objet. J'ai toujours mes petits triplets. C'est juste des raccourcis, c'est juste du sucre syntaxique. Je peux mettre des commentaires. Ça ne mange pas de pain. Ce sera bien sûr ignoré par le système. J'ai cassé ma télécommande. Alors, je vais me mettre là. Hop. J'ai cassé l'ordinateur, finalement. Voilà. Truc intéressant aussi, toute ressource peut être typée. Donc, je peux lui dire dans quelle classe elle est. Je peux dire ça, c'est un rapport, ça, c'est une voiture, ça, c'est un humain, ça, c'est une politique. Je peux faire ce que je veux, je peux donner des types. Donc, sur une ressource, je peux donner un type. Et là, il y a une propriété par défaut qui s'appelle RDF type qui permet de dire elle est tel type. Et on verra tout à l'heure comment définir nos classes dans lesquelles les ranger. Par contre, par rapport à un modèle classique, on va dire, c'est du multitypage. Donc ça veut dire qu'une même ressource peut être placée dans plusieurs classes. C'est comme si j'instanciais dans chacune de ces classes. Donc je peux dire que Fabien est une personne, est un chercheur, est un lecturer. En Turtle, ça va s'écrire comme ça. Hop, j'ai installé mes petits préfixes. Là, un qui correspond à l'INRIA, un qui correspond au MIT. J'ai récupéré le schéma du MIT. Un qui est mon préfixe par défaut. Et là, je dis, c'est là où je mets mes données, là je dis, moi, je suis une personne au sens d'INRIA, avec le petit raccourci E, qui veut dire RDF type. Je suis un chercheur au sens d'INRIA, je suis un lectureur au sens du MIT, et j'ai pour nom Fabien. Donc vous retrouvez les raccourcis. Virgule, ça veut dire que je parle toujours de mi et que j'utilise toujours le type. Virgule, je parle toujours de mi et j'utilise toujours le type. Point virgule, je parle de mi, mais j'ai changé le prédicat, et là je donne un nom. Ça va ?
J'ai perdu personne pour l'instant? On peut, si le littéral, la valeur littérale que vous donnez est un type particulier, vous pouvez utiliser tous les types de XML schema. Donc vous pouvez dire une valeur est un booléen, une valeur est une date, et en fait ça vous fait un petit graphe derrière dans lequel en plus les littéraux sont data typés. Bien, une fois que j'ai fait mon graphe, la question c'est comment j'y accède, comment je fais des requêtes dessus. Et c'est pas moi qui réponds. Merci Fabien. Ok, du coup Fabien vient juste de vous présenter ce qui était RDF et ce qui était Turtle. Il vous a montré en gros comment représenter les données et comment les stocker. Moi maintenant je vais vous présenter Sparkle. Je vais vous montrer comment interroger les données RDF. Donc on va commencer par le commencement déjà. Qu'est-ce que veut dire Sparkle? Sparkle, c'est un acronyme récursif, parce qu'on aime bien faire ça en informatique, pour Sparkle Protocol and RDF Query Language. Donc, Sparkle, c'est un langage de requête qui est inspiré de la syntaxe de Turtle et qui va vous permettre d'interroger et de mettre à jour des données RDF qui sont sur le web. Sparkle fait partie d'un ensemble de recommandations du W3C. Et une requête Sparkle se présente sous cette forme. Elle a une syntaxe select from where. Donc si on regarde un peu plus en détail, dans la partie select, c'est ici qu'on va préciser qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat. C'est ici qu'on va on va préciser les variables qu'on veut obtenir dans nos résultats, en quelque sorte. Dans la partie from, qui n'est pas une partie obligatoire, je pense qu'on n'en aura pas besoin aujourd'hui, on peut spécifier le graphe sur lequel on veut travailler de manière précise. Et dans la partie where, qui est le cœur de la requête, c'est là qu'on va placer le graph pattern de la requête Sparkle. Donc, je vais vous présenter Sparkle aujourd'hui à travers une série d'exemples. On va commencer par un exemple simple et aller de plus en plus compliqué. Donc là, imaginons qu'on a une base de données avec des personnes et pour chaque personne, on connaît son nom et son âge. La première requête qu'on veut faire, c'est obtenir la liste des personnes qu'il y a dans la base de données. Donc on peut faire ça avec cette requête. Donc lisons-la ensemble pour bien comprendre. Si on regarde dans le where, on peut voir un triplet. Ici, le triplet X, RDF type, INRIA person. Ça, on appelle ça un triple pattern. Un triple pattern, c'est un triplet qui est incomplet, c'est-à-dire un triplet avec une variable. Ici, la variable, on la voit, c'est le X, et on les reconnaît parce qu'elle commence par un point d'interrogation. Donc si on lit ce qu'on a demandé ici, on veut toutes les ressources X de type INRIA person. Et dans nos résultats, on voudra ce X. Maintenant, essayons un truc un peu plus compliqué, mais pas beaucoup, je vous rassure. On va chercher tous les noms des personnes qui sont dans la base de données. Donc on peut faire ça avec cette requête-ci. Et si on la lit ensemble, le début, c'est pareil que tout à l'heure. On veut toutes les ressources X de type personne. Et ce même X doit avoir un nom, ce nom qu'on récupère en résultat. Si on veut l'âge maintenant, c'est le même principe. On rajoute une troisième triple pattern avec l'âge. Donc on va les lire ensemble aussi. Pareil, le début c'est le même. On veut toutes les ressources X de type INRIA person, et ce même X doit avoir un nom, et ce même X doit avoir un âge. Et en résultat, on veut le nom et l'âge. Bon, jusqu'à là c'est sympa. Mais maintenant, imaginons qu'on veut quelque chose d'un peu plus précis. Imaginons qu'on veut le nom et l'âge des personnes qui sont majeures, les personnes qui ont plus de 18 ans. Pour faire ça, on doit introduire un nouveau mot-clé qui est le mot-clé filter. Le mot-clé filter, lui, vient à la fin, comme dans cet exemple de la clause where, et a une condition. Donc si on la lit ensemble, le début c'est toujours pareil, je vais me répéter beaucoup. On veut toutes les ressources X de type INRIA person, et ce X doit avoir un nom, et ce même X doit avoir un âge, mais on garde le résultat seulement si l'âge est supérieur ou égal à 18. Dans cet exemple, la condition est vraiment très simple, mais on peut bien sûr avoir des conditions plus compliquées avec des fonctions, que je ne vais pas vous présenter ici, mais différents types de comparateurs et des opérateurs booléens pour séparer les conditions. OK, on continue du coup à complexifier un peu. Imaginons maintenant qu'on veut toujours la même chose, mais les résultats, on les veut trier par rapport à l'âge. Pour faire ça, on a besoin du mot-clé order by, qui lui vient à la fin de la requête, en dehors de la clause where, et on précise simplement sur quoi on veut trier. Ici, on veut trier sur l'âge. Du coup, les résultats qu'on va obtenir avec cette requête, on va avoir en premier la personne la plus jeune de la base de données,
et en dernier, la personne la plus vieille. On peut aussi limiter le nombre de résultats, si on veut limiter ici à 20 par exemple. Avec cette requête, on va avoir que les 20 premiers résultats de la base de données. Enfin, on peut aussi faire un décalage. Imaginons qu'on veut les résultats à partir du 21e. Eh bien, on peut faire un offset 20 et on aura le résultat à partir du 21e jusqu'au 40. Pourquoi jusqu'au 40? Parce qu'on a limité à 20 ici. OK. Continuons l'exploration du Sparkle du coup avec un nouvel exemple. Alors, on va repartir sur quelque chose. À quoi sert cette première ligne par rapport aux autres? Âge et nom. Ici? Oui, la première RDF INRIA Plus. À quoi sert cette première? OK. La première ligne, elle sert à... Le X, en fait, va représenter toutes les personnes. Ici, ça sert à dire qu'on veut que ce X, ça soit des ressources qui sont de type personne. Donc l'ensemble des... Si tu veux, s'il n'y avait que cette ligne, on obtient, le X représenterait toutes les personnes de la base de données. C'est bon? OK, parfait. OK, ben là, on va repartir sur un exemple plus simple, où on va sélectionner justement tous les chercheurs de la base de données. Et si on la lit ensemble, du coup, on demande toutes les ressources X de type chercheur. Mais maintenant, imaginons qu'on veut toutes les chercheurs de la base de données, mais des gens qui sont à la fois chercheurs et qui sont à la fois des femmes. Pour faire ça en RDF, c'est simple, il suffit d'ajouter un nouveau triple pattern. Si on la lit ensemble, comme tout à l'heure, on demande toutes les ressources X de type chercheur, et ce même X doit aussi être de type femme. Ça marche parce qu'en fait, il y a un « et » implicite entre les triple patterns. Mais des fois, on ne veut pas qu'il y ait un « et ». Des fois, on veut faire des requêtes où on a besoin d'avoir un « ou » entre les triple patterns. Par exemple, si on cherche toutes les personnes qui sont à la fois chercheurs... Non, pardon. Si on cherche les personnes qui sont chercheurs ou ingénieurs. Pour faire ça, on a besoin du mot-clé « union ». Si on lit la requête ensemble ici, dans la première partie, on va sélectionner toutes les ressources qui sont de type chercheur. Dans la deuxième partie, on va sélectionner toutes les ressources qui sont de type ingénieur. Et le résultat de cette requête va être l'union de ces deux ensembles. Sur le même principe, il y a le mot-clé minus. Ici, par exemple, si on veut sélectionner toutes les personnes qui sont des chercheurs, mais qui ne sont pas français, si on lit la requête ensemble, dans la première partie, on sélectionne tous les chercheurs. Dans la deuxième partie, on va sélectionner tous les français. Et le résultat sera l'ensemble des chercheurs moins l'ensemble des français. OK, bon, on repart sur un nouvel exemple. Je vous promets, c'est le dernier. Cet exemple, avec cette requête, sélectionne le nom et la nationalité des gens dans la base de données. Donc si on la lit ensemble, rapidement, on veut toutes les ressources X de type personne, et ce même X doit avoir un nom, et ce même X doit avoir une nationalité. J'insiste sur le doit, parce que imaginons qu'on a une base de données pas complète, et qu'on n'a pas la nationalité de toutes les personnes. Le problème avec cette requête, c'est qu'on ne va pas avoir les personnes dont on n'a pas la nationalité dans les résultats. Parce qu'ici, chaque champ est requis. Si on veut rendre quelque chose d'optionnel, comme la nationalité, on a besoin d'introduire un nouveau mot-clé, le mot-clé optionnel. Donc le mot-clé optionnel vient encadrer, en quelque sorte, le triple pattern. Avec cette requête, du coup, on va avoir toutes les personnes dans la base de données avec un nom et éventuellement leur nationalité si elle est renseignée. Sinon, on aura juste du vide. Pour finir, je voulais vous montrer qu'il y a quelques fonctions aussi en Sparkle. Bon, ce n'est pas explicite et on n'en aura pas besoin aujourd'hui, mais il y a notamment des fonctions sur des strings qui permettent à la fois de faire des tests pour voir si une string est incluse dans une autre, ou débute avec une certaine string, ou finit avec une certaine string. On a aussi, on peut transformer des strings pour les mettre en majuscule ou en minuscule, ou par exemple compter le nombre de caractères qu'il y a dedans. Il y a des fonctions sur les numériques, sur les dates et le temps. Sur les dates, c'est surtout pour extraire des morceaux de la date. Par exemple, on peut extraire le jour, l'heure, la minute, le mois, à partir d'une date, ou obtenir le temps actuel. Et il existe aussi des fonctions de hash. Je vais redonner la parole à Fabien maintenant pour vous introduire la partie pratique du coup. Merci Rémi. Alors, on va faire on va travailler avec Cores parce que ça va être extrêmement simple. Le logiciel, c'est celui qu'on fait dans l'équipe et on l'a embarqué dans un jar auto-exécutable, donc ça va être c'est l'assurance pour nous qu'on devrait pouvoir manipuler assez rapidement.
Mais je voulais mentionner qu'il existe un certain nombre de produits qui implémentent ces standards dont on vous a parlé aujourd'hui. Vous pouvez charger du RDF en Oracle Sparkle, en Oracle Graph, par exemple. Vous avez ce qu'il faut pour recharger le RDF, requêter en Sparkle, etc. dessus. Et donc, aujourd'hui, on va regarder celui-là, Corez. C'est celui que vous avez sur la clé, corez.ui.jar. La façon dont il se lance, c'est soit votre système d'exploitation a été paramétré pour reconnaître les points jar. C'est le cas de 90%. Donc, vous double-cliquez dessus et vous allez avoir une fenêtre et on peut commencer le TP. Donc, ça, c'est... Si jamais c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut que vous l'exécutez. Donc, vous avez besoin de lancer la petite commande Java espace -jar et puis le Corez UI que vous avez et ça part, ça devrait démarrer. Dans l'interface, vous avez ce qu'il faut pour charger un petit dataset. Donc, vous pouvez charger des données et des schémas. On va charger un petit dataset et on va faire des requêtes dessus. Et quand vous appuyez sur le petit plus là, vous avez un onglet pour faire une requête. Vous avez une requête par défaut que vous savez lire maintenant grâce à Rémi, puisqu'elle dit point d'interrogation X, point d'interrogation P, point d'interrogation Y. Donc, question, à votre avis, qu'est-ce que fait cette requête? Elle cherche toute la base. Parce que j'ai mis que des variables. D'accord? On a dit que dans RDF, tout était en triplet. Donc, toutes mes données sont en forme de triplet. Et là, j'ai demandé tous les sujets avec toutes les propriétés et toutes les valeurs. Donc, je récupère tous les triplets de la base. Vous faites ça à votre administrateur système, il vous tue. Mais là, on va le faire aujourd'hui. Donc, vous récupérez la base. En une requête, vous récupérez la base. OK, on s'arrête là pour la première partie. Sur la clé, vous avez le sujet qui s'appelle Lab Session. Il est en PDF, en OpenDoc et en DocX. Donc, vous choisissez. Vous l'ouvrez et normalement, on commence pas à pas. Et nous, on va circuler à 3 entre vous. Dès que vous avez une question, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous venez nous voir. Si vous n'avez pas amené votre machine, essayez de squatter la machine du voisin. Rapprochez-vous du voisin. Et nous, on va circuler dans la salle pour répondre à vos questions. Et puis, dans une petite demi-heure, on recommence avec les schémas. D'accord? En sortie...